Agradezco a todos los presentes que nos acompañen y también a los que están en sedes externas. En esta ocasión no vamos a tener videoconferencias, sino es streaming, o sea que nos van a poder ver, pero no los vamos a poder ver en pantalla ni tampoco van a poder hacer preguntas. Pero les agradezco a ustedes y a los que nos están viendo externamente su presencia en la tercera conferencia bajo el marco de la novena Cátedra Bourgeois-Pichat. Durante los últimos decenios, muchos países han experimentado un rápido crecimiento económico, así como muchos cambios en las condiciones sociales y políticas. Estos cambios han dado lugar a un descenso de la fecundidad a niveles muy bajos, claro, cada uno con distintas velocidades de cambio, muy variado. La fecundidad a nivel de reemplazo se observa ahora en Europa, en Asia del Este, en Oceanía, en algunos países de Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, el Medio Oriente y África del Norte. El descenso de la fecundidad, ha llamado la atención a nivel de reemplazo por estar generando diferentes escenarios y diferentes implicaciones políticas. Uno de los grandes cambios que se dio o se está dando en estos países es el envejecimiento de la población. La investigación se ha centrado en este tema, en el papel que tiene el nivel de desarrollo del país, los costos económicos y beneficios, los retos de la provisión social. No, mais il n'y a pas de image, mais... Perdón. Perdona, la traducción no se oye aquí, perdón. No se oye en ningún micrófono, en ninguna, no, es una cuestión de... Nadie oye, no es cuestión del aparato. No se oye ninguno. No. Entonces Héctor ahorita está ahí revisando. ¿Ya? ¿Pueden oír? ¿Ya? Entonces, si la investigación en este tema del envejecimiento se ha centrado en el papel que tiene el nivel de desarrollo del país, los costos económicos y beneficios, los retos de la provisión social, los servicios de seguridad social, incluyendo pensiones. Sin embargo, la investigación en este tema no es concluyente. Es por ello que es de gran relevancia tener hoy con nosotros al doctor Lebras, nuestro ponente de la Cátedra Bourgeois-Pichat, hablando sobre este gran tema del envejecimiento. Y ahora, pues, le paso la palabra. Yo me iré a sentar para poder ver su presentación. Gracias. Merci beaucoup pour cette introduction sur un sujet qui est très difficile, qui va être aussi, je pense, plus difficile aujourd'hui que ne l'ont été les deux précédents sujets, parce que le sujet de l'alimentation, des subsistances et de la population est un sujet général, universel, vous l'avez vu, qui concerne toute la planète. Le sujet des prévisions démographiques aussi concernait tous les pays. En revanche, le sujet du vieillissement a longtemps été limité, confiné aux pays développés. Et désormais, il se présente aussi comme un défi pour les pays en développement et pour les pays qui sont ce que l'on appelle émergents, c'est-à-dire qui sont très proches d'avoir atteint le stade du développement. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de dédramatiser la question. D'abord, de montrer en quoi consiste le vieillissement. Qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les causes qui sont derrière le vieillissement. Vous les connaissez, mais la question est, peut-on les séparer? Peut-on dire telle cause est plus importante
qu'une autre. Ce sera rapide, mais ça me permettra d'utiliser une technique qu'on appelle la technique de rétroprojection, à laquelle le professeur et docteur Aguirre a fait allusion dans sa présentation de ma conférence de mardi. Et puis ensuite, j'aborderai deux questions principales. Est-ce que le vieillissement est un facteur d'augmentation importante des coûts de la santé, tout ce qui tourne autour de la santé, donc notamment aussi la question qu'on appelle de la dépendance, c'est-à-dire des soins aux personnes âgées qui sont devenus, pour lesquels le déplacement ou un certain nombre d'actes de la vie courante sont devenus difficiles ou impossibles. Et puis d'autre part, la question des retraites, la question de la vie des personnes à la retraite après avoir quitté l'activité. Et là, dans l'ensemble, comme je vous le dis, vous verrez, j'essayerai de dramatiser. Ces questions-là sont des questions très importantes dans les pays développés actuellement, mais il y a une tendance à les dramatiser. Au fond, je fais un parallèle avec la question des deux premières interventions. C'est que de la même manière qu'on a eu tendance à dramatiser la question de l'explosion démographique, maintenant que celle-ci est moins dramatique, on dramatise la question du vieillissement, comme si lorsqu'on avait échappé à un danger, tout de suite on trouvait un autre danger. Je suppose que quand on aura trouvé que le vieillissement n'est pas quelque chose de si dramatique, il y aura encore autre chose qui va se présenter pour que la démographie fasse peur aux populations. Donc là, mon rôle est de dédramatiser. Alors, d'abord, qu'est-ce que le vieillissement? Alors, la définition du vieillissement qu'on utilise d'habitude, c'est l'augmentation de la proportion de personnes âgées. Ça a l'air très simple. Mais qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée? Ah, là, alors, les démographes ont une réponse facile, c'est les gens de plus de 60 ans. Voilà, donc vous savez ici, vous déterminez immédiatement qui est âgé dans cette salle et qui ne l'est pas. Simplement, pourquoi plus de 60 ans? Alors, cette augmentation, voilà, les premiers exemples vont être sur la France, puisque malgré tout, je connais mieux ce pays que le Mexique, mais on peut faire exactement le même travail, bien sûr, sur le Mexique. Voilà quelle est la pyramide des âges en France en 1901, et vous voyez, j'ai mis en bleu les personnes âgées. Ce n'est pas une grosse proportion de la population, mais si on se met à l'autre bout du siècle, qui est le dernier grand recensement français en fait, qui est en 1999, hélas, vous voyez que la pyramide a beaucoup changé, et surtout que la partie bleue de la pyramide a beaucoup augmenté. Et si on regarde quelle est la proportion de personnes âgées, vous voyez que en 1900, elle était un peu plus de 13%, et qu'en 1999, elle est à peu près de 22%. C'est intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un siècle entier. C'est parce que vous voyez que, bien sûr, il y a une augmentation, mais enfin, elle n'est pas extraordinairement rapide. Passer de 13,5% à 22%, c'est moins que doublé. Donc ça veut dire que la proportion de personnes âgées augmente à peu près de 0,7% par an. Donc bien sûr, à terme, c'est important, mais on a le temps de voir venir et de réagir. Alors, vous me direz, pourquoi 60 ans? On y reviendra, mais c'est effectivement un problème sur lequel la question de la santé va être importante, parce qu'au fond, 60 ans, peut-être ça a été pris parce que c'est l'âge auquel les fonctionnaires des Nations Unies doivent prendre leur retraite, mais sinon, c'est un nombre rond. Avant, dans les livres de démographie en France, on n'utilisait pas le terme de vieux, qui est déjà un terme défavorable, mais on utilisait le terme de vieillard. Et dans un livre de démographie français des années de 1930, qui est le livre de Georges Mocco, qui est un livre très intéressant sur les étrangers en France notamment, eh bien, à un moment donné, Georges Mocco aborde le problème
et il dit la proportion, parce que c'est un vieux sujet, la proportion de vieillards continue d'augmenter, et derrière vieillard, il y a marqué, entre parenthèses, personne de plus de 50 ans. Et puis, quand on arrive dans l'après-guerre, par exemple dans les premiers livres que Alfred Sauvy consacre à la population de la France, le mot vieillard est employé avec entre parenthèses personne de plus de 60 ans. Donc on a les 60 ans, et un chapitre entier d'un livre de Sauvy est consacré à ce sujet, et le titre de ce chapitre, c'est « L'invasion des vieillards ». Comme si les vieillards arrivaient subitement en France. Donc c'est 60 ans, c'est plus 50 ans. Et puis maintenant, on n'emploie plus le terme vieillard, parce que d'abord on n'emploie plus le terme un peu brutaux. On ne dit plus aveugle, on dit non-voyant. Et de la même manière, on dit maintenant troisième âge. Et on dit, c'est même le quatrième âge qui est un problème, c'est maintenant donc 75 ans. Si vous regardez, vous dites voilà, les personnes âgées c'était donc 50 ans en 1930, 60 ans en 1950, 75 ans maintenant, eh bien leur proportion a diminué, puisque vous aviez une plus forte proportion de personnes de plus de 50 ans en 1930 que de plus de 60 ans en 1950, que de plus de 75 ans actuellement. Autrement dit, la question de la définition de la personne âgée est une question centrale, et vous verrez quand j'aborderai les coûts de la santé publique que cette question va ressurgir et qu'elle peut avoir un traitement raisonnable. Ceci dit, pour ce début, vous voyez que les plus de 60 ans, leur proportion a augmenté, c'est la première graphique que je vous ai montré, la courbe est en bleu. Les plus de 65 ans aussi, et encore un peu plus vite, et les plus de 75 ans encore plus vite. Donc, de toute manière, il y a vieillissement dans le pays qui est la France, et il y a vieillissement dans la plupart des pays, quel que soit l'âge que l'on considère. Donc, de ce point de vue-là, laissons de côté pour l'instant la querelle de la limite, il y a vieillissement. Quelle en est la cause? Voilà un travail que j'avais fait pour la France, et qu'on peut répéter dans beaucoup de pays, qui est un travail de projection, mais de projection à partir du passé. On appelle parfois cela des rétroprojections, c'est-à-dire on part d'une année donnée, ici je partirais de 1946, et puis on fait comme si on projetait la population vers le futur de 1946. Mais c'est une projection qui réussit beaucoup mieux que celle que je vous ai montrée, parce que là, on connaît tout. On connaît la fécondité, on connaît la mortalité et on connaît les migrations. Donc, vous me direz, ça ne sert à rien, puisqu'on reconstitue simplement la population telle qu'on la connaît. Mais ça sert à une autre chose, et c'est justement ce qu'avait indiqué le professeur Aguirre, ça sert à faire des hypothèses, faire des si. Vous voyez ? Et c'est ce que j'ai mis comme titre, si la fécondité, si la mortalité, ou si les migrations avaient été différentes depuis 1946, que se serait-il passé? Et parfois, on appelle cela, dans le monde anglais plus qu'américain, de la counterfactual history. Et un historien économiste qui est à l'origine de cela, d'ailleurs, reçu le prix Nobel. Et cela permet d'évaluer l'importance des différentes causes qui ont amené la population à être ce qu'elle est. Par exemple, est-ce que c'est en raison des migrations qu'il y a eu une forte augmentation, ou en raison de la baisse de mortalité, ou en raison, en Europe, du baby-boom? De la même manière, est-ce que, et c'est ça qui est important aujourd'hui, dans cette intervention que je fais, c'est quels sont les facteurs qui ont entraîné le vieillissement de la population? Est-ce que le plus important a été la natalité? Est-ce qu'une baisse de fécondité? Est-ce que le plus important a été la baisse de mortalité, le fait qu'on vive beaucoup plus vieux? Est-ce que les migrations ont joué un rôle? Donc c'est ce genre de questions auxquelles la rétroprojection peut répondre. Ça consiste à faire la projection de population comme on l'a fait habituellement, mais au lieu de mettre les
les variables, les phénomènes tels qu'ils se sont produits. Par exemple, au lieu d'utiliser les taux de fécondité ou les risques de mortalité qu'on a observés, on les bloque. Par exemple, si on dit que serait-il passé s'il n'y avait pas de progrès de la mortalité, de la baisse de mortalité, ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait la projection en laissant la mortalité au niveau qu'elle a au départ, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le niveau qu'elle avait en 1946. Alors, quand on fait cela pour la population de la France, mais vous voyez que c'est très facile de faire cela pour de nombreux pays, voilà ce qu'on observe. Je pars de 1946 et là, je suis allé, je crois, jusqu'en 2004. Mais ça ne change pas grand-chose, le principe général est très visible. Vous voyez, tout en haut, c'est la population réelle, c'est celle qu'on a observée. Et que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu d'apport migratoire, si le solde migratoire avait été nul pendant toute cette période? C'est la courbe qui est en bleu clair. Vous voyez qu'il y aurait eu à peu près 6 millions, entre 6 et 7 millions d'habitants en moins. Et puis, que se serait-il passé? Vous voyez la courbe suivante, quand on passe à la courbe rouge, il n'y aurait eu ni migration, ni augmentation de la durée de la vie. Et là, vous voyez qu'on perd pratiquement 8 millions de personnes, et enfin, il n'y aurait eu aucune des causes précédentes, et encore aucun baby-boom. Il n'y aurait pas eu d'augmentation de la fécondité dans l'après-guerre. Et vous voyez qu'on tombe cette fois-là à un niveau qui est relativement faible. Et du coup, vous voyez, ça permet de dire quelle a été la contribution de chacune de ces causes à la croissance de la population. Et vous voyez que dans le cas de la France, il y a un tiers pour chacune des causes, un tiers du fait des migrations. Et faites attention que ce n'est pas le nombre de migrants, c'est quelque chose que je trouve plus précis et plus sérieux. C'est de combien la population a augmenté du fait qu'il y ait eu des migrants. Mais ces migrants peuvent désormais être des nationaux, ils peuvent avoir eu des enfants. C'est un apport démographique, c'est un apport global, c'est pas un apport individuel. On ne peut pas savoir qui est compté dans cet apport migratoire. Et puis de la même manière, vous voyez qu'un autre tiers, un peu plus gros d'ailleurs, est lié à la baisse de mortalité. Et ça, c'est très important. C'est un tiers qu'on oublie presque toujours. On est très focalisé sur la fécondité, mais on oublie que la baisse de mortalité qui a été importante dans beaucoup de pays, y compris en France, a entraîné une hausse du nombre de personnes dans le pays. Et vous voyez que cette hausse, je vous l'ai dit, est comprise entre 7 et 8 millions de personnes. C'est beaucoup. Et puis enfin, ce à quoi on pense le plus, un tiers pour la fécondité. Alors, voilà, au fond, les trois gains que l'on peut identifier. Qu'en est-il pour le vieillissement de la population? Comment chacune de ces causes a influé sur le vieillissement? Là, je vous ai d'abord fait un petit cinéma de comment seraient les pyramides des âges sous chacune de ces hypothèses. Ça, c'est s'il n'y avait eu ni augmentation de la fécondité avec le baby-boom, ni migration, ni baisse de mortalité. Vous voyez que la pyramide du pays serait devenue assez étroite. Et puis là, il n'y a eu ni migration, ni baisse de la mortalité, mais c'est l'effet du baby-boom, que vous voyez pas très fort, mais puis ça c'est l'effet des migrations, c'est normal, puisqu'on compte à partir de 1946, donc ça veut dire que ça concerne les gens de moins de 60 ans. Et puis enfin, s'il n'y avait eu, cette dernière pyramide, c'est celle qu'on a observée. Donc vous voyez qu'on sent que sur le vieillissement, l'augmentation a été beaucoup plus forte. Sur les personnes âgées, l'augmentation a été beaucoup plus forte à cause de certaines causes qu'à cause de d'autres. Et là, c'est la dernière image concernant ce bilan. C'est comment a évolué la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans depuis cette date 1946, selon les hypothèses. Donc à nouveau, la courbe en bleu foncé, c'est ce qu'on a observé, c'est la courbe que je vous ai passée dès la première slide, dès la première image. Et puis les autres courbes, vous voyez que juste après, s'il n'y avait pas eu de migration, le vieillissement aurait été un peu plus fort, mais pas beaucoup plus fort. Et ça,
c'est un résultat assez important qui est valable dans presque tous les pays. On a pensé que la migration pouvait être un moyen de contrecarrer le vieillissement, mais en fait, c'est illusoire. Et d'ailleurs, les Nations Unies ont publié en 2001 une étude intéressante où ils ont calculé quel serait le niveau de migration nécessaire pour empêcher le vieillissement dans un grand nombre de pays, donc pour maintenir constante la proportion de personnes de plus de 65 ans, plus de 60 ans. Je crois qu'en fait, on maintenait constant, non pas la proportion de plus de 60 ans, mais le rapport entre les plus de 60 ans et la population dite active, c'est-à-dire entre 15 et 60 ans. Et les chiffres étaient énormes. Pour un pays comme l'Allemagne, il aurait fallu chaque année 1 500 000 immigrés pour contrecarrer le vieillissement. Donc c'est irréaliste, non simplement, et c'est encore plus irréaliste, pas simplement à cause de l'opinion publique, mais parce que presque tous les pays sont atteints. La Chine, par exemple, actuellement, est en train de vieillir rapidement. Donc, il faudrait aussi de l'immigration en Chine. Et le chiffre donné pour la Chine était très important. Il aurait fallu trouver près de 40 millions de personnes chaque année entrant en Chine pour conserver fixe le taux, le rapport entre les personnes âgées et les personnes actives. Donc cette hypothèse est abandonnée. Et en plus de ça, l'effet est fait parce qu'il se trouve que les migrants sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils vieillissent. Donc une fois que vous avez des migrants, à un moment donné, ils passent dans le haut de la pyramide et ils font partie des personnes âgées. Et d'ailleurs, j'avais juste pour l'amusement, les Nations Unies avaient fait le calcul jusqu'en 2050, mais quand on allait jusqu'en 2100, il fallait des immigrants à nouveau, mais cette fois-ci pour compenser le vieillissement des anciens immigrants. Et alors là, on arrivait à des centaines de millions nécessaires pour maintenir la population. Donc il faut abandonner cette idée qui n'est pas très sérieuse. En revanche, vous voyez que les deux autres causes dans un pays comme la France ont joué à peu près également, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu de baisse de la mortalité, et c'est la courbe en rose, vous voyez que à ce moment-là, il n'y aurait presque pas eu de vieillissement. Ça veut dire que une grande partie du vieillissement est donc due à la baisse de la mortalité. C'est une image qui est un peu plus récente. Pendant longtemps, on a soutenu que c'était la baisse de fécondité qui était la cause principale du vieillissement. Alors c'est une cause aussi, et vous le voyez, c'est la dernière courbe qui est en marron. La courbe en marron, c'est quel vieillissement il y aurait eu si la fécondité, s'il n'y avait pas eu de baby boom. Et vous voyez qu'elle est presque au niveau observé, c'est la courbe qui est en brun, en marron, ce qui veut dire que dans un pays comme la France, les deux effets ont joué de façon égale. Le baby boom a exactement compensé le vieillissement dû à la hausse à la baisse de la mortalité. Autrement dit, là-dedans, la fécondité a permis un rajeunissement à cause du baby boom, et la baisse de mortalité a entraîné un vieillissement, et l'un et l'autre se sont compensés. Alors bien sûr, là, le résultat est très variable selon les pays, et évidemment, dans des pays qui ont eu une baisse de fécondité, au contraire, les deux phénomènes vont s'ajouter, ils ne vont pas se compenser, ce qui veut dire que là, le vieillissement sera nettement plus rapide, mais il ne faudrait pas oublier que la part liée à la baisse de mortalité est importante, sans doute presque aussi importante. Il faut dans chaque cas regarder, puis voir sur année après année comment les choses se sont produites. Donc voilà ce qui concerne, au fond, les causes du vieillissement du point de vue démographique. Quelles sont les causes du point de vue de la santé? Là, le raisonnement qui est fait est très simple. On dispose de coûts de santé âge par âge. Donc combien coûte, quelles sont les dépenses de santé des personnes qui ont 30 ans, qui ont 50 ans, qui ont 70 ans, qui ont 80 ans. Et comme vous l'imaginez, ces dépenses augmentent à partir de 60 ans très rapidement. Et donc on dit, s'il y a plus de personnes qui vieillissent, les dépenses vont augmenter très rapidement, puisque c'est celles qui dépensent le plus dont le nombre et la proportion augmentent le plus. Donc logiquement, le vieillissement devrait coûter très cher en santé. Alors, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Voilà un premier
chose intéressante, qui est un calcul qui a été fait pour l'ensemble de l'Union européenne. Et dans l'ensemble de l'Union européenne, l'augmentation des dépenses de santé est de 4,2% par an. Vous voyez qu'il y a de quoi se poser des questions quand on sait que l'économie augmente pratiquement pas. Donc il faut trouver les 4,2%. C'est sur les 20 dernières années. Il y avait une petite croissance. Vous voyez qu'elle était de 2,5%. Vous voyez que la croissance démographique dans l'augmentation de ces dépenses, c'est la petite partie en bleu, est faible. Le vieillissement est très faible. Et la partie importante, à part la croissance économique, c'est le progrès thérapeutique. Alors, il est normal que les dépenses de santé augmentent, au moins comme la croissance économique, ça semble le minimum. Ce qui est intéressant, c'est le progrès thérapeutique. Et l'idée va être que on accède à des soins de plus en plus coûteux, des scanners, des opérations complexes. Et en réalité, ce n'est pas du tout cela dans les pays européens. C'est en fait, et paradoxalement, parce que les soins sont moins chers qu'il y a une augmentation des coûts. Vous me direz comment? Parce que comme ils sont moins chers, pour un certain nombre d'interventions, beaucoup plus de personnes demandent ces interventions. Ça a donc beaucoup augmenté la clientèle. Le meilleur exemple, ce sont les maladies cardiaques qui, vous le savez, non seulement sont une des principales causes de décès, mais dont la fréquence a beaucoup diminué au cours des 50 dernières années. Et jusqu'à une époque récente, en cas de détérioration grave du cœur, on faisait des opérations compliquées qu'on hésitait à faire, qui étaient chères et qui parfois se terminaient mal. Et désormais, vous savez qu'on injecte un petit ressort. Au lieu de rester 15 jours à l'hôpital, la personne arrive le matin, elle reçoit un petit ressort, elle ressort en fin d'après-midi, ça ne coûte pas cher du tout, et on peut le faire beaucoup plus tôt, on peut le faire à titre préventif, et à ce moment-là, on évite un certain nombre de décès pour maladies cardiaques. Ça est particulièrement net dans les pays européens, mais aussi le cas le plus spectaculaire est le Japon, où cette cause de mortalité à structure d'âge constante a été divisée par 3 au cours des 50 dernières années. Donc vous avez des aspects qui sont positifs auxquels on ne pense pas vraiment. Alors maintenant, vous me direz, pourquoi n'y a-t-il pas de causes liées au vieillissement dans ces chiffres-là? Voilà, on va décortiquer la chose d'une première façon. Voilà les coûts de santé en fonction de l'âge. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez qu'il y a un coût de santé, c'est une enquête canadienne, qui est une très bonne enquête sur le sujet, et vous allez voir pourquoi dans un instant. Vous voyez que les coûts de santé sont à peu près faibles, ils ont été mal mesurés jusque vers 65-70 ans, puis ensuite, comme je vous l'ai dit, ils augmentent très rapidement. Mais si on répartit ces coûts sur l'ensemble de la population, leur augmentation est moins faible. Ce n'est pas là le point important. Le point important, il va être celui-là, c'est cette courbe-là. Les Canadiens ont eu la bonne idée de distinguer dans les coûts de santé ceux qui étaient allés à des personnes qui avaient moins d'1 an à vivre et ceux qui étaient allés à des personnes qui avaient plus d'1 année. La dernière, expliquez celle-là, à commencer. Celle-là, je vais l'expliquer longuement. Vous avez une distinction qui a été faite dans les coûts de santé, donc combien les personnes avaient payé pour leur santé. La distinction a été faite entre les personnes qui ont vécu moins d'1 an après la dépense et celles qui ont vécu plus d'1 an. Vous me direz, comment pouvait-on savoir qu'elles vivraient moins d'1 an ou plus d'1 an? On l'a su après coup. On a bien que... Sinon, ça a... Et regardez, les deux courbes, vous voyez en rouge, c'est les coûts de santé par âge. Donc l'âge, vous le voyez sur la ligne horizontale, 25, 50, 75, 100 ans. Et le coût, vous le voyez sur la ligne verticale. Et vous voyez que deux choses. Vous voyez que c'est des coûts très élevés. Regardez, c'est à cette époque-là, $3 000, alors que le coût pour les personnes qui vont vivre plus d'1 an n'est que de $300, 10 fois moins. Donc ce qui coûte cher, c'est pas d'être vieux.
c'est, disons le mot, de mourir. C'est la dernière année de la vie. C'est ça qui coûte cher. Et c'est très important. Vous allez voir pourquoi, du point de vue démographique, c'est essentiel. Et vous allez voir pourquoi. Alors, il y a un second point que je trouve tout à fait intéressant dans ce graphique, c'est que le coût de ceux qui ont moins d'1 an à vivre n'augmente pas avec l'âge. Que vous ayez à 50 ans moins d'1 an à vivre, ou à 90 ans, c'est le même prix. Vous coûterez aussi cher. Autrement dit, on commence à apercevoir l'idée, qui a d'ailleurs fait son chemin et qui commence à être utilisée par un certain nombre de démographes. Il ne faut pas mesurer le coût par l'âge, mais par la distance qui vous sépare de la mort. C'est ça la cause du coût, bien sûr. Et vous me direz, bon, à nouveau, c'est impossible. Ben non, c'est pas impossible, statistiquement c'est possible, et vous verrez dans un instant qu'on peut même faire des évaluations globales. Dans une population, on sait, d'abord on sait après coup combien de personnes sont mortes à tel et tel âge, et puis la mortalité est une affaire assez stable, donc on sait à peu près combien de personnes mourront à tel et tel âge, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on a une bonne approximation. Donc on peut calculer à partir de la distance au décès. Simplement, il faut garder les données, mais de plus en plus de données sont conservées dans les organismes de santé, de sécurité sociale, de welfare, qui permettent de suivre les personnes. Et à ce moment-là, on arrive à ce résultat. Et dès lors, j'espère, est-ce que c'est clair ce point-là? Parce que c'est le point central du raisonnement. Et dès lors, si vous laissez de côté, vous séparez la population en deux, les personnes qui vont vivre moins d'1 an et les personnes qui vivront plus d'1 an. Aux premières, vous appliquez les coûts de santé des personnes qui vont mourir, et aux secondes, de celles qui vivront plus d'1 an, et vous regardez le coût moyen, c'est la courbe bleue. Et bien, désormais, il n'y a plus d'augmentation du coût de 1950 à 2000. Vous avez neutralisé l'augmentation du coût de santé. C'est une première façon de le voir, mais il va y avoir d'autres façons de le voir. Voilà une façon qui est pour les démographes. Vous supposez que ceux qui ont moins d'1 an à vivre, c'est tout en haut, ça coûte $3000. Et puis ceux qui ont plus de 5 ans, c'est en rouge, ça coûte $300, quel que soit l'âge. Vous voyez que j'ai mis, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de vieillissement dans ces courbes, c'est le même prix, quel que soit l'âge. Et puis, qu'est-ce qu'il y a entre? Entre, j'ai simplement fait une hypothèse toute simple. J'ai dit, entre, ça va être régulièrement. Donc, vous voyez, j'ai divisé en 5 parties. Donc, ceux qui ont que 2 ans, entre 1 et 2 ans à vivre, ça coûtera un peu moins cher. Ceux qui ont entre 2 et 3 ans, encore un peu moins cher. On n'a pas de bonnes données là-dessus, mais la logique est de ce côté-là, puisque en bout de parcours, on arrive à ceux qui coûteront peu parce qu'ils sont à plus de 5 ans de leur décès. Quand vous avez ces chiffres-là, vous pouvez calculer quel est le coût de santé à chaque âge. Mais à chaque âge, plus vous allez avoir de personnes âgées, plus il y aura de personnes qui sont à moins d'1 an de leur mort, à moins de 2 ans de leur mort, à moins de 3 ans, et ainsi de suite. Donc vous faites le calcul à chaque âge, mais vous sentez bien qu'à ce moment-là, nécessairement, ça va augmenter avec l'âge. Et regardez le résultat du calcul. Quand on fait ce calcul, eh bien, ça donne exactement la courbe des coûts observés. Autrement dit, vous pouvez expliquer la hausse des coûts de santé par âge avec l'âge uniquement sur l'hypothèse de la distance de la date du décès. Plus, bien sûr, vous êtes âgé, plus vous êtes proche, hélas, de votre décès, et donc plus. Mais ce n'est pas parce que vous êtes âgé que vous avez des coûts de santé importants, c'est parce que vous êtes proche. Vous me direz, c'est presque la même chose. Non, c'est pas la même chose, parce que si on vit plus longtemps, ça veut dire que tout va se décaler, et si l'espérance de vie augmente, eh bien, à ce moment-là, à un même âge, on va être plus loin du décès. Et donc, les coûts de santé, en ce sens-là, peuvent baisser. Est-ce que vous voyez le raisonnement? Alors, on va le voir d'une autre manière, c'est que justement, on pourrait dire non, c'est irréaliste parce que les dernières années de vie
coûte cher. Vous voyez, donc on gagne de l'espérance de vie. C'est ce que j'ai marqué en rouge, mais en bleu, vous voyez que l'espérance de vie qu'on appelle sans incapacité, ou bien l'espérance de vie en bonne santé, LC, Expectation of Life pour les données anglaises, eh bien, ne bouge pas. Et donc, les années qu'on gagne, c'est des années pour être malade, pour être à l'hôpital. Donc, voilà l'hypothèse, si vous voulez. Eh bien, il faut savoir si cette hypothèse est juste ou si, au contraire, on profite de ces années supplémentaires gagnées. Et toutes les études montrent qu'on profite de ces années, c'est-à-dire que l'espérance de vie en bonne santé, donc je n'entrerai pas dans la définition, il y a d'énormes travaux parce que c'est très difficile de définir une espérance de vie en bonne santé. C'est assez facile, hélas, de définir une espérance de vie parce que vous êtes vivant, vous êtes mort. Mais qu'est-ce que c'est que la bonne santé? Comment la définir? Donc il y a des discussions interminables, il y a des degrés de bonne santé, il y a des estimations objectives, il y a des estimations subjectives. On demande aux gens, est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Il est intéressant de voir que plus l'estimation est objective, plus l'espérance de vie en bonne santé augmente rapidement. Plus elle est subjective, c'est-à-dire plus on interroge les personnes, moins elle augmente. C'est-à-dire que vous avez par exemple des tests comme, pour cette mesure, comme pouvez-vous prendre un bain tout seul? Voilà quelque chose de simple. Et on voit que les réponses positives augmentent à un âge donné assez rapidement au cours du temps. Mais si on demande à la personne, est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Là, les réponses n'augmentent pas. Les personnes se sentent toujours en mauvaise santé. C'est assez difficile parce que c'est quand même un problème de se sentir en mauvaise santé aussi. Je dirais que ce n'est pas une maladie physique, mais c'est quand même une maladie mentale, quoi, d'une certaine manière, si on peut dire. Bon. Donc, on a à peu près rationalisé l'aspect objectif. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors j'ai mis pour un certain nombre de pays, je ne vais pas entrer dans le détail, vous allez tout de suite voir le résultat. L'espérance de vie totale, et en dessous, c'est à 65 ans, c'est même pas à la naissance, c'est à 65 ans, et l'espérance de vie sans incapacité. Et vous voyez que les deux montent ensemble. Regardez, vous voyez, pour la France, vous voyez que ça augmente, même l'espérance de vie augmente dans certains pays un peu plus vite que l'espérance de vie en bonne santé. Dans d'autres pays, c'est plutôt l'inverse. Ici, je vous ai mis c'est une courbe où vous avez tous les pays européens et j'ai fait la différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'au fond, on peut dire ce que vous avez sur la courbe, sur le graphique en hauteur, c'est le nombre d'années en mauvaise santé. Et vous voyez que sur l'autre, en horizontal, c'est l'espérance de vie. Et vous voyez le résultat, il est vraiment très intéressant pour les pays d'Europe. Plus on a une grande espérance de vie, c'est-à-dire plus on peut vivre vieux, moins on passera d'années en mauvaise santé. Donc c'est le contraire exact du petit graphique que je vous ai montré. C'est pas vrai partout, mais vous voyez que la relation est même assez forte. C'est-à-dire que quand on trace la droite de régression, quand vous gagnez une année d'espérance de vie, vous gagnez 1,3 années de vie en bonne santé. Autrement dit, l'espace de vie en mauvaise santé diminue. Et vous voyez où je veux en venir. Ça veut donc dire que les coûts de santé n'augmenteront pas, ou ils augmenteront pour d'autres raisons. Mais la portion de la population avec problème de santé, ou du moins problème objectif, entre guillemets, n'augmentera pas dans ce cas-là. Et les deux extrêmes dans cette courbe, l'un des extrêmes, c'est en fait, si je l'avais pu le marquer, c'est le Japon, mais vous voyez que je m'arrête à 80 ans, et le Japon maintenant a une espérance de vie légèrement supérieure. C'est au Japon que le nombre d'années de vie en mauvaise santé est le plus faible, et inversement, de l'autre côté de la courbe, particulièrement pour les hommes, c'est en Russie que la différence entre le nombre d'années de vie totale et le nombre d'années de vie en bonne santé est la plus grande, et c'est le pays qui, vous le savez, a de loin la plus faible espérance de vie pour les hommes, qui est une espérance de vie qui est de l'ordre actuellement autour de 60 ans. Donc,
Voilà, je ne vais pas insister beaucoup plus, mais c'est juste pour augmenter l'argument, pour montrer qu'il y a beaucoup de données qui vont dans le même sens. Ça, c'est des données anglaises, selon on a regardé différentes circonscriptions, municipalités, et sur l'horizontale, vous avez l'espérance de vie. Plus on est loin sur la droite, plus on vit vieux. Et sur la gauche, vous avez une mesure des années de vie en mauvaise santé. Et vous voyez que plus on meurt jeune, plus l'espérance de vie est faible, mettons 77, 78 ans, 79 ans, plus le nombre de vies en mauvaise santé, c'est mesuré différemment des courbes précédentes, mais c'est une mesure relativement correcte et sérieuse. Et vous voyez que la relation est la même que sur le graphique précédent. Donc le nombre d'années de vie passées en mauvaise santé diminue si on vit plus longtemps. Et là, c'est à l'intérieur d'un pays. Ça, c'est des données qui confirment cette question, mais c'est des données pour la France à deux périodes différentes et pour des professions, vous voyez, des cadres, donc les professions supérieures, des employés moyens et des ouvriers. Et d'un côté, vous avez une enquête en 1980, de l'autre, une enquête 11 ans plus tard. C'est des personnes qui ont plus de 60 ans, et on en a calculé sur ces deux échantillons. C'est une très bonne étude, j'ai marqué en bas la référence, qui est facile à trouver. Et vous voyez que quels sont ceux, c'est en rose, et en orange, ceux qui ont, c'est les années de vie en mauvaise santé. Et en bleu, c'est les années de vie en bonne santé après 60 ans. Et vous voyez qu'en moyenne, non seulement les cadres ont moins d'années de vie en mauvaise santé, mais ils ont plus d'années de vie en bonne santé, et que même les années de vie en mauvaise santé diminuent de 1980 à 1991. Ça passe de 4,8 à 4,1. Et vous voyez qu'au contraire, les employés, et surtout les ouvriers, leur situation ne s'améliore pas beaucoup, et ils passent plus d'années de vie. C'est marqué en incapacité, qui est une des mesures utilisées en France, où on parle d'espérance de vie sans incapacité. Et vous voyez que non seulement ils passent plus de temps en mauvaise santé, en moyenne, mais que leur espérance de vie globale est plus faible, et donc leur espérance de vie sans incapacité est encore plus faible. Donc ça va exactement dans le sens, vous voyez que j'accumule des arguments qui tendent à montrer la même chose, c'est que ce fameux vieillissement, cette fois-ci individuel, le fait d'avoir une espérance de vie qui augmente, a plutôt tendance à diminuer le nombre de vies passées en mauvaise santé. Voilà un exemple où j'ai travaillé sur des données, cette fois-ci très fines en France, et c'est des taux comparatifs de mortalité, donc c'est des taux de mortalité en corrigeant de la structure par âge. C'est ça qui permet, en démographie d'ailleurs ailleurs, une bonne comparaison. Et vous voyez que la France est assez contrastée. Il y a des régions où on meurt beaucoup plus. C'est des régions industrielles, c'est des régions où l'alcoolisme a fait beaucoup de ravages, comme à l'ouest. Et on a des données sur les personnes qui sont en situation de dépendance, c'est-à-dire qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent subvenir à cause de leur santé à leurs besoins essentiels. Et voilà la courbe des régions où ces personnes en dépendance sont les plus nombreuses. Si vous comparez les deux cartes, vous voyez qu'elles sont pratiquement semblables. Et elles sont pratiquement semblables de façon paradoxale. Vous voyez que c'est là où on a la plus faible espérance de vie, là où on meurt le plus, qu'on est en plus mauvaise santé, qu'on est le plus en dépendance. Donc, on doit penser que, au minimum, et c'est l'hypothèse qu'on retient d'habitude, l'espérance de vie en bonne santé augmente aussi vite que l'espérance de vie totale. Donc, au minimum, le nombre d'années de vie passées en mauvaise santé n'augmente pas. Mais à ce moment-là, ça change. Voilà ce que ça donne comme graphique par rapport au premier. Vous voyez qu'on aura toujours une zone, enfin toujours, et là j'espère que non, mais on aura encore, on a depuis longtemps, une zone où en moyenne on est en mauvaise santé, et que cette zone, sa durée, sa plage d'âge, n'augmente pas. C'est la partie finale de la vie, et du coup, c'est parfaitement cohérent avec les graphiques que je vous ai montrés des coûts par âge, puisque c'est dans cette bande-là que les coûts vont être importants. Et dès lors, au fond, la bonne mesure du point de vue de la santé, la bonne mesure du vieillissement de la population,
si on veut regarder quelle est la conséquence pour la santé, ce n'est pas de prendre les personnes de plus de 60 ans, comme on le fait, mais c'est de prendre les personnes qui sont en incapacité. Alors on n'a pas de recensement, mais vous voyez que le raisonnement permet d'y répondre. Il suffit de prendre les personnes qui sont à moins de 5 ans, si on prend la moyenne d'années de vie en état d'incapacité. Ici j'ai pris 5 ans, mais on peut prendre 7 ans, on peut prendre le chiffre qui est le plus vraisemblable. Vous verrez que pour l'Union européenne, on a pris 7,2 ans en incapacité. Et à ce moment-là, il suffit de calculer dans la population combien de personnes sont à moins de 5 ans ou à moins de 7,2 ans de leur mort. Et ce n'est pas difficile à calculer puisqu'on a des tables de mortalité qui sont très précises, donc il suffit d'utiliser les tables de mortalité. On sait combien de personnes dans les tables de mortalité n'ont que 5 ans à vivre ou que 7 ans à vivre. Et donc on compte quelles sont toutes ces personnes, donc quelles sont les personnes qui sont dans la bande qui est en haut et non pas les personnes qui sont au-dessus de 60 ans, c'est-à-dire qui seraient au-dessus d'un certain âge, dont le nombre augmente avec le vieillissement. Eh bien, quand on fait ce calcul, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la première graphique que je vous ai montrée, je vous avais dit en bleu, c'est les personnes de plus de 60 ans. C'est elles, leur proportion, qui permet de définir le vieillissement. Eh bien, en fait, ce n'est pas cela qu'il faut prendre. C'est le nombre de personnes ayant moins de 5 ans à vivre, dans ce cas-là, dans la population. Et c'est ce que je vous ai marqué en bleu sur la pyramide. C'est la même pyramide de gauche, mais vous voyez que les personnes qui posent un problème de santé, ce n'est pas les personnes de plus de 60 ans. C'est ces personnes-là qui ont moins de 5 ans à vivre. Et ces personnes-là, toute personne qui sait manier une table de mortalité peut en calculer avec précision la proportion. C'est le nombre de personnes qui, dans la fonction de survie, seront encore présentes 5 ans plus tard. Donc c'est tout à fait facile de faire ce calcul. Et du coup, c'est la proportion, vous le voyez, de cette petite bande bleue dans les grands âges qui est la cause des coûts de santé. Et voilà comment cette proportion a varié au cours des 100 dernières années. C'est-à-dire en France, elle a constamment diminué. Autrement dit, la réponse est les personnes en mauvaise santé représentent une proportion qui diminue dans la population. Vous me direz, il y a 2 accidents. Ben, hélas, c'est les 2 guerres. Et dans les 2 guerres, parmi les personnes qui avaient moins de 5 ans à vivre, il y avait beaucoup de soldats. Donc, on les a comptés. J'aurais pu dire autres, mais j'ai fait le calcul brutalement en appliquant la définition, moins de 5 ans à vivre. Et donc là, il y a cette montée due aux guerres, mais c'est absolument pas dû à une dégradation de l'état de santé, quoique vous savez, il y a beaucoup de travaux intéressants sur l'état de santé des populations durant les guerres, notamment les articles et les livres de l'historien américain Jay Winter, que peut-être certains ont lu, qui montrent que selon les pays, la guerre a eu des gros effets sur la santé, soit de la population civile, soit de la population militaire, et tous les pays ne se sont pas comportés de la même manière. Ah ben non, là je vais dans l'autre sens. Donc, maintenant, si vous comparez le point de départ, le vieillissement, où on avait vu l'augmentation de la proportion de personnes âgées qui doublait en 100 ans, et que vous comparez à l'évolution de la proportion de personnes en mauvaise santé, ben vous voyez que les 2 courbes sont inverses. Vous aviez donc un raisonnement qui était un raisonnement pessimiste, qui disait, ben voilà, ça va coûter de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont plus de 100 ans et elles représentent une fraction de plus en plus grande de la population, donc ça pèsera d'autant plus lourd sur les personnes actives et sur l'économie. Et puis vous avez l'autre, la courbe en rouge, que je viens de défendre, qui consiste à dire, eh bien non, c'est l'inverse, la proportion de personnes en mauvaise santé tend structurellement à diminuer, donc ce n'est pas là la cause de l'augmentation des coûts de santé. Et on revient à la première chose que je vous avais montrée, les coûts de santé, c'est l'évolution du système de santé. Et au fond, la vraie relation n'est pas de dire les coûts de santé augmentent parce qu'il y a plus de personnes âgées, mais c'est de dire il y a plus de personnes âgées, les personnes vivent plus longtemps, parce que les coûts de santé augmentent, parce qu'on a une meilleure prise en compte de la santé de la population, parce qu'on se soucie plus
de la santé de la population, et présenté sous cette forme, c'est positif et c'est logique. Bien entendu, c'est parce qu'on a plus dépensé pour la santé qu'aussi on a vécu plus longtemps. C'est ça la véritable relation. Et quelque part, l'idée de mesurer le vieillissement par une proportion, celle des plus de 60 ans, conduit à inverser la relation causale. Même chose, alors je pourrais continuer. Vous voyez que dans le cas de l'Europe, on voit que j'avais fait un rapport pour l'Union européenne, pour le Parlement européen à Strasbourg sur ce sujet, et j'avais fait pour tous les 27 pays d'Europe les calculs, et ça donne à peu près la même chose. Vous voyez que là, c'est des calculs, il m'avait demandé de faire une projection, donc j'ai fait une projection, hein, c'est quoi que j'en pense. Mais on peut appliquer à le raisonnement que je viens de vous faire, on l'applique parfaitement à la projection. On peut calculer combien de personnes, vous le voyez, non plus, c'est 7,3 années à vivre, on le calcule pour chaque pays d'Europe, année après année, la projection, puis on obtient ce résultat. Vous voyez que les pourcents de personnes en mauvaise santé, ici j'ai mis en incapacité, restera à peu près constant en Europe, parce que la situation des pays européens n'est pas la même que celle de la France toujours, et qu'au contraire, la proportion de personnes âgées, ici les plus de 75 ans, va plus que doubler. Donc, alors ça c'est un dernier petit graphique pour continuer à vous donner du courage. J'ai trouvé ça dans l'excellent livre de, hélas lui-même est décédé d'ailleurs, de Roy Walford qui s'appelle je crois que c'est Maximum Lifespan. Roy Walford était un biologiste de UCLA. Il estimait qu'on devait aller, si on était prudent, on devait aller au moins jusqu'à 150 ans, qui n'était pas la peine de s'en faire, mais il fallait bien s'y prendre. Alors, il avait tout un régime, des pastilles, il mangeait ceci, cela. Malheureusement, c'est toujours dur un régime, donc pour pouvoir supporter son régime, il buvait beaucoup de whisky. Donc le malheureux est décédé. C'est pas d'ailleurs, je n'ai rien contre le whisky, mais toute chose doit être faite avec mesure. Et il a l'idée d'un calcul qui est quel est le meilleur temps au marathon de New York selon l'âge. Comme il y a beaucoup de personnes qui courent, on a de bonnes données. Et vous voyez, c'est l'âge, sur ce petit graphique, l'âge est comme d'habitude sur la ligne horizontale, ça commence à un peu après 10 ans quand même, et puis ça va jusqu'à 80 ans. Et le temps est inscrit en heures sur la ligne verticale. Alors, les jeunes ne sont pas les meilleurs au marathon. Vous voyez que le mieux, c'est entre, disons, 28 et 30 ans. Ça a peut-être changé, hein, les données sont, vous voyez un tout petit peu anciennes. Mais disons que c'est à peu près 2h08 ou 2h10 vers 30 ans. Et ensuite, ça augmente très lentement. Vous voyez que quand on arrive à 70 ans, on est encore, il y a un point au-dessous de 3 heures. Et souvent, je dis à mes étudiants, qui sont plutôt des étudiants jeunes d'ailleurs, je leur demande, combien d'entre vous courent le marathon en moins de 3 heures? Je n'ai pas une main qui se lève dans la salle. Donc, le meilleur à 70 ans est meilleur que tous ces étudiants. Autrement dit, on est obnubilé, on regarde les choses selon l'âge, mais il faut les regarder aussi, il y a d'autres causes de variation de la santé, d'autres causes que l'âge, et si au lieu des points, je mettais toutes les performances, on verrait que la variabilité est absolument énorme et que simplement l'âge apparaît comme une cause de variabilité plus visible parce qu'on le mesure bien. C'est ça une des raisons pour lesquelles on est sensible au vieillissement. Et aussi parce qu'on l'éprouve. Parce que, regardez, si vous êtes un coureur de marathon, eh bien, vous avez fait votre meilleur temps à 30 ans et après, vous avez beau vous entraîner, vous avez beau avoir une alimentation spéciale pour bien courir le marathon, non, vous faites de moins en moins bien chaque année. Donc vous avez le sentiment du vieillissement. Mais c'est parce que, ben oui, mais c'est parce que vous étiez bon à ce moment-là. Donc si par contre vous n'avez jamais couru le marathon et que vous commencez à le courir à 50 ans, au début vous n'allez même pas le courir, vous allez 10 heures. Et puis progressivement,
vous allez être entraîné, donc vous allez gagner, et donc 5 ans après, vous serez meilleur, et puis ainsi de suite. Et puis à un moment donné, vous atteindrez votre plafond, et à ce moment-là, ça y est, ça va se dégrader. Donc là, d'ailleurs, pour ne pas sentir le vieillissement, vous voyez la règle, il faut changer de sport tous les 5 ans, hein, comme ça. Bon, on va passer à une dernière chose plus sérieuse, enfin plus sérieuse, non, ces choses-là sont sérieuses. La seconde question, je l'ai dit, c'est les retraites. Alors, c'est une question qui vous concerne, je pense, moins, qui concerne moins les pays où les systèmes de retraite sont des systèmes par capitalisation, où là, ce n'est pas du tout la structure de la population qui est en cause, mais c'est le rendement des actions. C'est donc la bourse, et vous savez que ça a été, la crise de 2008 a été terrible pour les retraités en Irlande et en partie en Angleterre, puisque leur retraite reposait largement sur des placements boursiers. En revanche, dans tout un ensemble de pays, et même dans les pays à capitalisation, il y a des retraites qu'on appelle par répartition, c'est-à-dire qu'on cotise à une caisse de retraite, à un organisme de retraite, et à partir de votre retraite, on vous verse une pension qui, elle, est régulière et en général fixée par les législations d'État. C'est presque toujours le cas pour les fonctionnaires dans tous les États, et c'est plus ou moins largement le cas pour le reste de la population. Dans des pays comme la France ou dans les pays nordiques ou en Allemagne, c'est l'immense majorité de la population est sous un système de répartition, et donc le raisonnement est de dire, mais plus il y a de personnes âgées, plus elles vont coûter un certain prix qui sont leurs retraites, et s'il y a moins de personnes actives, eh bien, ou bien on va diminuer la retraite des personnes âgées, ou bien il va falloir augmenter les cotisations que payent les actifs. Donc le vieillissement est quelque chose qui est très dangereux cette fois-là, parce qu'il n'y a plus de question d'être en bonne ou mauvaise santé. Quand on part à la retraite à 60 ans, on part à la retraite à 60 ans, point final. Là, on est à la retraite, ou bien on est en activité. Et en même temps, le raisonnement démographique est un peu insuffisant, et je vais vous le montrer. Il est insuffisant parce que, de la même manière que l'âge auquel on est en bonne santé et vous l'avez vu variable, l'âge auquel on peut partir en retraite est lui aussi variable. Et on peut, voilà deux courbes que je vais vous expliquer, surtout la courbe de gauche qui concerne les hommes. J'ai mis la courbe de droite pour les femmes, elle est plus compliquée à comprendre, mais il fallait ne pas faire de sexisme. Donc je vais commencer par expliquer la courbe de gauche. J'ai pris ici des taux d'activité par âge. Vous savez ce que c'est? C'est la proportion de personnes, en ce cas à gauche d'hommes, actifs par classe d'âge. Les classes d'âge, c'est écrit en trop petit, mais bon, ça commence à 15-19 ans et ça va jusqu'à 75-79 ans. Donc c'est toutes les classes d'âge. Et la hauteur, c'est combien de personnes sont actives. Et il y a deux courbes. Et sur l'une, il y a marqué 1936, et sur l'autre, il y a marqué 1999. Et il y a deux courbes. J'ai été trop rapide. Alors, ces deux courbes représentent l'évolution des taux d'activité par âge pour les hommes. Et vous voyez que l'âge est inscrit sur la ligne horizontale, et comme pour les autres graphiques, la proportion d'actifs est sur la ligne verticale. Et vous voyez qu'il y a deux courbes. La courbe en rouge, c'est celle qu'on obtient au recensement de 1936. Et la courbe en bleu, c'est celle qu'on obtient au recensement de 1999. Alors, vous voyez qu'au début, la courbe en rouge signifie qu'on travaillait beaucoup plus jeune. C'est normal, vous me direz, puisque on a maintenant une durée d'études assez grande. C'est vrai, dans la plupart des pays, donc l'âge auquel on entre en activité augmente. Donc c'est normal que les taux d'activité aux jeunes âges en 1999 soient plus faibles. Mais regardez l'autre bout de la courbe. Vous voyez que en 1999 en France, la moitié des hommes français sont déjà hors de la population active à 58 ans. 58 ans. Et c'est là, comment dire, c'est les données réelles, ce n'est pas les données légales. C'est-à-dire, quand vous demandez aux personnes lors du recensement
leur profession et leur activité, c'est leurs réponses qui sont inscrites ici. Et ce n'est pas une enquête, c'est le recensement. Donc, et voyez que l'équivalent, en 1936, pour que la moitié des hommes deviennent inactifs, soient sortis de l'activité, il fallait attendre plus de 70 ans. Donc, bien sûr, les retraites coûtent cher quand la proportion de personnes âgées augmente, mais cette proportion de personnes âgées a augmenté, surtout parce que l'âge auquel on part à la retraite a diminué. Et c'est un paradoxe qui est que plus on a vécu longtemps, et c'est vrai pour tous les pays développés pratiquement, plus on a vécu longtemps, plus l'espérance de vie a été élevée, plus on a quitté l'activité tôt. C'est quand même un paradoxe, là aussi. Mais ce paradoxe, il est dans les chiffres. Et vous pouvez prendre la plupart des pays, il y a quelques exceptions. Le phénomène est moins net, bien sûr, aux États-Unis, et la grosse exception est le cas du Japon, où l'on travaille encore tardivement. Mais parce que le système, je n'entrerai pas dans le détail, mais le système de retraite est très compliqué au Japon. Il y a du temps partiel à partir d'un certain âge. On descend en qualification et en salaire à partir d'un certain âge. C'est un système très différent, intéressant d'ailleurs à étudier. Mais dans les systèmes occidentaux, c'est beaucoup plus proche de ce que je vous montre pour la France. Alors bien sûr, pour les femmes, vous voyez que ce n'est pas la même chose, mais pour une raison tout à fait importante, c'est que en 1936, l'activité des femmes, le taux d'activité, je ne dis pas le travail, elles travaillaient autant, mais leur taux d'activité, c'est-à-dire le travail hors du ménage, était beaucoup plus faible. Donc il y a eu un gain sur l'activité féminine, mais sinon, le reste, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elles sont parties plus tôt quand elles étaient actives, et elles sont entrées plus tard du fait de leurs études. Là, elles sont absolument comme les hommes, et justement, elles rattrapent les hommes. Et dès lors, dans ce problème des retraites, vous avez des potentialités, vous avez des flexibilités dans le système. Vous n'êtes pas condamné démographiquement. Et ces flexibilités, c'est d'abord l'augmentation des taux d'activité par âge des femmes. Ici, je vous ai mis dans les pays du nord de l'Europe, c'est sur la droite. C'est exactement les mêmes courbes que précédentes, il n'y a que la couleur qui change. Et j'ai mis en bleu l'augmentation des taux d'activité des femmes, de l'activité des femmes par âge dans les pays de l'Europe de l'Ouest, vous voyez, France, Angleterre, Allemagne, etc. Et puis dans les pays de l'Europe du Sud, et vous voyez que l'activité féminine a beaucoup augmenté. Et donc, ce n'est pas la population active définie par une classe d'âge qui est importante, c'est la population active définie par ceux qui sont en activité. Et quand les femmes entrent en activité, cela augmente la population active. Et c'est ce qui s'est produit dans un grand nombre de pays européens. Et je dirais qu'il y a un avantage dans le cas des systèmes de retraite par répartition, c'est que si les femmes entrent plus nombreuses en activité, celles qui entrent en plus vont payer pendant 35 ou 40 ans des cotisations avant de demander leur retraite. C'est très avantageux. C'est une partie du sauvetage des retraites en Europe a été assurée par le fait que les femmes se sont mises à travailler et à payer des cotisations. Et donc, c'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé, mais le système a bien réagi. Et je pense aussi que les femmes avaient le désir d'entrer en activité et qu'elles n'y sont pas toutes parvenues. Vous voyez qu'en Europe du Sud, plus on est âgé, plus ça a été difficile d'entrer sur le marché du travail, mais c'est beaucoup plus. Alors quelquefois, si je vous mets cela, c'est parce que quelquefois on dit, mais les pays développés ou les pays où la fécondité a baissé assez tôt sont désavantagés par rapport aux pays en développement où il y a, au contraire, beaucoup de jeunes actifs. Mais on dit beaucoup de jeunes actifs parce qu'on regarde les jeunes actifs au sens démographique du terme. On regarde, on dit, voilà, c'est la population entre, je sais pas, 15 et 60 ans ou 20 et 65 ans. Mais il faut regarder ceux qui sont réellement actifs et regarder ce qui se passe au sud de la Méditerranée pour un groupe de pays, Égypte, Syrie, Turquie, Jordanie, Palestine. J'ai mis quelle était la proportion d'activité des femmes. C'est les deux courbes du bas en 1980 et 2005. Et même chose pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et vous voyez que dans les pays de l'Est de la Méditerranée,
l'activité des femmes est restée très faible, et quand vous prenez l'activité réelle dans ces pays-là, elle est plus faible que dans les pays développés et dans les pays européens, parce que les femmes sont peu actives. Donc le calcul en termes démographiques n'a pas grand sens. Ce qui compte, c'est la réalité de ce que font les individus dans une population. Vous voyez aussi que ça progresse plus vite en Afrique, dans la partie ouest de la Méditerranée, Algérie, Maroc, Tunisie. Ce sont les courbes de droite. Et il est d'ailleurs remarquable, et ça se rapproche de considérations que j'avais montrées hier à propos de la fécondité, il est remarquable que ce sont aussi dans ces pays que la fécondité a baissé le plus. La fécondité moyenne maintenant dans le Maghreb est de 2,2 enfants par femme, alors que dans ce qu'on appelle le Mashrek, c'est-à-dire sud-est de la Méditerranée, Égypte, Syrie, Jordanie, la fécondité est encore de 3,5. Vous avez là une différence importante, mais cela veut aussi dire que, à nouveau, ce ne sont pas les migrations du sud vers le nord qui résolveront le problème. C'est la question de l'activité féminine qui est essentielle. Et je vais vous donner un dernier graphique. Voilà, j'ai repris pour la France les pyramides, les taux d'activité par âge. C'est le graphique que j'avais commenté, qui était au début sur la droite avec les femmes. Vous retrouvez l'augmentation générale de l'activité féminine et son resserrement autour des âges entre 20 et 50 ans. Mais l'hypothèse dans les années à venir, c'est que cette activité va continuer à progresser. Elle est encore, vous le voyez, à peine supérieure à 80%. Or, dans un pays comme la Suède, comme dans un autre comme le Danemark, les femmes sont actives à 92%. Et le mouvement général, cette fois-ci sans faire une projection, mais plutôt une prévision, le mouvement général, c'est que l'activité féminine va continuer d'augmenter et sans doute rejoindre, comme dans les pays du Nord, l'activité masculine. À ce moment-là, il y a tout ça en plus d'actifs qui devraient arriver. Et puis l'autre évidence, c'est que, et on commence à la voir dans tous les pays développés, c'est que puisqu'on vit beaucoup plus longtemps, eh bien on va retarder un peu l'âge auquel on doit partir en retraite. Déjà, je vous ai signalé qu'en France, en moyenne, les hommes à partir de 58 ans étaient en majorité hors de l'activité. Le chiffre équivalent pour la Suède, c'est 63 ans, c'est 5 ans plus tard. Ce n'est pas des pays très différents, donc ça ne doit pas être très difficile de gagner tout ça. Et même si on gagne tout cela, eh bien, on sera encore loin, ça ne sera pas antisocial, on sera encore très loin, vous voyez, du travail en 1936. Donc, il y a des possibilités, et à nouveau, vous voyez que la démographie est quelque chose qui est en toile de fond, et qu'il faut ensuite se rapprocher, s'éloigner de cette toile de fond, pour voir de plus près quelle est la nature du phénomène, partir des âges, mais passer justement dans ce cas ici à l'activité, et à ce moment-là, la vision se transforme. Et aussi, si on ne le fait pas, c'est parce que souvent, les gouvernements préfèrent l'argument démographique, parce qu'il leur permet de faire porter la faute sur la population. C'est de votre faute, vous ne faites pas assez d'enfants, vous vivez trop vieux, etc. C'est votre faute. Alors que la proportion de femmes actives, alors que l'âge auquel on part à la retraite, ça, c'est du ressort du gouvernement. C'est pas simple, mais c'est là que la politique peut s'exercer. Mais ils ont tendance à faire passer, au fond, pour une fatalité, ce qui est plutôt un manque de volonté et de courage politique. Et en cela, ils sont aidés, malgré tout, par la population. C'est absolument mon dernier graphique, et ça rejoint ce que je vous ai dit à propos de personnes qui se sentent en bonne ou en mauvaise santé. On a fait des enquêtes depuis 2000 jusqu'à 2008 sur à quel âge pensez-vous il faut le mieux, qu'il est idéal de partir en retraite. Vous voyez les réponses, on a demandé cela à un grand échantillon de Français. La réponse des Français sont, pour certains, ils pensent qu'il faut partir à la retraite avant 50 ans. Ils ne sont pas très nombreux. Entre 50 et 64 ans, et 54 ans, ils commencent à être nombreux, 10%. Entre 55 et 59 ans, ils sont déjà à 35%.
à 60 ans, ils sont à 84%. Et un peu plus tard, là, presque personne n'a envie de partir. Autrement dit, la volonté générale, c'est de partir tôt en retraite. Et c'est très compliqué d'expliquer aux Français ces questions démographiques, y compris, comme je vous les ai expliquées. Et un philosophe, je terminerai par là, un philosophe français en activité, souvent très intéressant, qui s'appelle Marcel Gauchet, qui peut-être certains d'entre vous ont lu ses livres, qui sont, je crois, traduits en espagnol. Un jour, ces livres portent beaucoup plus sur des questions de politique, de démocratie, et aussi sur l'histoire longue des religions. C'est un de ces grands livres s'appelle « Le désenchantement du monde », c'est-à-dire comment les religions se sécularisent, quelles qu'elles soient, et deviennent au fond des organisations plus de type politique au sens large. Et son explication est de dire, les Français pensent que, alors c'est peut-être pas vrai de tous, mais au moins voilà ce que il dit, les Français pensent que la retraite, c'est le moment socialiste de l'existence. C'est un moment où vous n'avez plus de chef, vous n'êtes plus obligé de vous rendre au travail à une certaine heure, de revenir dans les embouteillages, vous choisissez l'heure à laquelle vous prenez votre voiture, vous êtes payé, vous touchez votre retraite, donc c'est le grand moment de l'existence. Il n'est pas question d'être privé de ce moment de l'existence, c'est une infamie, et c'est le sentiment profond, et je crois qu'il a raison, c'est le sentiment, c'est pour ça que quand on cherche à utiliser des arguments démographiques comme je vous ai montré, ça n'a aucun effet, parce qu'on s'attaque à un mythe, on s'attaque au mythe de cette période socialiste de la vie, c'est bien, j'ai rien contre non plus le socialiste, comme vous le sentez, mais c'est difficile de penser qu'il y a comme ça des périodes socialistes dans la vie quand on est dans des États capitalistes, et même dans les États socialistes, je crois que c'était pas faux, le travail n'était quand même pas excessif, et on partait très tôt à la retraite. Donc, cette question-là va être très difficile à régler, parce qu'au début, quand le système de retraite a été institué en France, c'est sur une base tout à fait différente. Ce n'était pas pour permettre aux personnes d'avoir une période socialiste dans leur vie. Il est dit en 1946, dans le texte qui crée les retraites en France, il est dit « On ne peut pas laisser dans la misère les travailleurs qui ne peuvent plus exercer leur métier à cause de leur fatigue ou de leur perte de compétences. » Donc la retraite était comme un soutien à la pauvreté. C'était empêcher les travailleurs âgés qui avaient mérité de tomber dans la pauvreté. Mais maintenant c'est radicalement différent, et pourtant on vit sur des systèmes au fond qui fonctionnent sur d'autres principes que ceux selon lesquels ils sont maintenant dans lesquels ils sont maintenant plongés. Merci de votre attention.